Bienvenue dans cette deuxième vidéo du cours d'Actionneur sur le thème de la pneumatique. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser de plus près à la manière dont nous allons comprimer notre air. Nous avons tous déjà vu, ou même nous-mêmes gonfler un pneu de vélo. Alors en soi, pourquoi ne pas se baser sur ce principe et concevoir un piston dont la taille serait adaptée à nos besoins en pression? Si cette idée est extrêmement tentante sur son principe de base, très simple, elle sera très souvent confrontée à une limite du côté de la force motrice que devra développer le moteur qui entraînera ce piston. Une telle opération serait trop gourmande en ressources, raison pour laquelle il est préférable d'étager au maximum la compression, c'est-à-dire de la rendre progressive. Presque chaque type de construction de compresseur est pensé en ce sens et nous allons en exposer quelques-uns dans cette vidéo. La première bonne idée, toute simple, serait d'étager la compression sur plusieurs pistons. On reste donc dans la technologie des compresseurs à piston. Il serait par exemple possible de disposer les pistons en ligne afin que chacun alimente le suivant en air comprimé. Il est également possible d'envisager une construction radiale, plus compacte et progressive. Ou encore, une construction radiale à cylindrée variable, fonction de l'inclinaison des pistons à l'aide de têtes mobiles. Les compresseurs à piston, poussés au bout de leur optimisation, peuvent dans des cas très spécifiques monter jusqu'à 150 bars de pression maximale. Au niveau de leurs avantages, on apprécie généralement leur prix raisonnable, alors qu'au niveau de leurs inconvénients, ils sont reconnus pour le bruit qu'ils occasionnent avec le mouvement de leurs pistons et l'obtention d'une pression assez saccadée de par son fonctionnement par à-coups. À ce titre, ils sont souvent retenus pour des applications domestiques ou sur des chantiers peu exigeants sur le lissage de la pression ou pour délivrer de haute pression en régulation tout ou rien, on-off, en combinaison avec un ou plusieurs réservoirs. Une autre idée pourrait consister à utiliser un engrenage de 2 roues dentées piégées dans un volume hermétique. Ces roues seraient montées de telle façon à être entièrement étanches à leur point de contact au centre du volume hermétique et leur rotation, de sens opposé, permettrait de piéger l'air en périphérie dans ce fameux volume hermétique et ainsi pousser l'air vers la sortie. Cette technologie ne permet pas souvent d'excéder les 10 bars de pression de service, et au niveau de ses points forts, elle est également appréciée pour son prix raisonnable, mais surtout pour la stabilité de la pression obtenue en sortie pour de faibles débits. Par contre, elle est souvent tout aussi bruyante que sa cousine à piston. Le compresseur à palette est encore une autre exécution possible pour comprimer un fluide. Cette idée ingénieuse consiste à coincer un cylindre excentré dans un autre, tout en munissant ce cylindre excentré de palettes qui peuvent coulisser librement dans des rainures. Dès lors, l'air entre, sur le schéma représenté à droite, dans le volume compris entre les deux cylindres, à chaque fois piégé entre deux palettes. L'excentricité du cylindre intérieur par rapport au cylindre qui le contient permet ainsi de piéger cet air dans un volume variable qui sera amené à être rétréci et donc comprimé avant sa sortie du compresseur. Cette technique ne permet que difficilement d'excéder les 10 bars de pression de service, mais elle présente l'avantage d'être compacte et bien plus silencieuse que les deux modèles précédents. Par ailleurs, il s'avère qu'elle est également bien adaptée au fonctionnement à des débits raisonnables. Elle n'est par contre pas parfaite et est un petit peu plus consommatrice en énergie que les deux modèles présentés précédemment. Tout cela nous amène à une quatrième idée, souvent considérée comme l'une des Rolls-Royce de la compression, les compresseurs à vis. L'idée consiste ici à imbriquer 2 vis sans fin l'une dans l'autre et à piéger le volume d'air dans l'espace compris entre ces 2 vis, un peu à la façon célèbre vis d'Archimède. En tournant sur elle-même, ces vis poussent donc l'air en le comprimant de la zone bleue, visible sur cette animation, à la zone rouge. Ces compresseurs permettent d'atteindre des points de fonctionnement hors d'atteinte de ses concurrentes présentées jusqu'ici et présentent l'énorme avantage de délivrer une pression stable à un rendement inégalé. C'est donc une solution idéale pour les installations à grand débit où la pression de service doit être garantie au client. Notons même que certains fabricants poussent le vis jusqu'à concevoir des compresseurs à vis présentant un jeu réglé au micron entre leurs vis, de telle sorte qu'il n'y ait même plus besoin de lubrification pour assurer le mouvement des pièces mécaniques. Nous tenons là une possibilité de compresseur sans huile. Comme tout a un prix, il s'agira là du principal défaut de ce compresseur, plus cher que les modèles présentés jusqu'ici. Une autre technologie permet de comprimer l'air, mais cette fois à l'aide d'un principe qui ne demandera jamais d'huile de lubrification. Il s'agit de compresseurs à spirale, aussi appelés compresseurs scroll. Ces compresseurs sont très réputés dans le monde de la technique du froid, mais aussi exploitables pour fournir de l'air comprimé. L'idée consiste à piéger le fluide entrant entre une spirale fixe, représentée ici en noir, et une spirale en mouvement, représentée ici en vert. Le fluide est aspiré, représenté par le volume ici en bleu,
lequel se réduit pour devenir jaune, puis rouge, bien comprimé, avant sa sortie par le centre des spirales. Cette technologie ne permettra pas d'excéder les 10 bars d'air comprimé, mais il est tout aussi stable et performant au niveau de sa pression délivrée que son cousin à vis et ne nécessite jamais de lubrifiant entre ses pièces mécaniques qui sont montées avec une extrême précision pour se frôler sans jamais se toucher. Quel défaut se cache donc pour ce compresseur? Les faibles puissances qu'il permet d'obtenir en comparaison au compresseur à vis imbattable sur son terrain. Il peut être intéressant de constater que tous les compresseurs présentés jusqu'ici ne font que confiner des volumes pour les pousser, vaille que vaille, de l'entrée à la sortie. Et c'est souvent la stratégie adoptée pour concevoir un compresseur. Mais ce n'est pas la seule qui existe. Il est également possible d'accélérer l'air afin de le faire se déplacer, malgré toute la pression déjà accumulée qui tenterait à s'y opposer. On parle de turbogénératrice. Comme les ventilateurs axiaux que l'on retrouve dans le refroidissement de tours d'ordinateur, ou les ventilateurs centrifuges en forme de coquilles d'escargot. Ces machines sont généralement plutôt valorisées pour leur capacité à assurer une circulation d'air qu'une véritable mise sous pression, mais certains fabricants sont créatifs. Une fois que l'air a été comprimé par le compresseur, quel qu'il soit, il doit subir une certaine série de traitements afin de le préparer à son utilisation. Il faut généralement le débarrasser de ses condensats, de l'huile de lubrification, s'il y en avait dans le compresseur qui a pu s'y mélanger, et des particules solides issues de poussière, rouille ou de particules venant de la tuyauterie dégradée. Commençons par les condensats. D'où peut venir cette eau? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler que l'air est un mélange gazeux constitué à majeure partie d'azote, d'oxygène et d'autres gaz en quantité plus réduite, mais également de vapeur d'eau. L'air se comporte dès lors comme une véritable éponge à eau qui a tendance à recracher l'eau lorsque la température baisse ou que la pression augmente. Pas de bol, c'est ce qu'on vient de faire avec notre compresseur. Nous avons volontairement écrasé notre éponge à eau, l'eau ne reste donc pas sous sa forme de vapeur d'eau mélangée à l'air, mais condense sous forme liquide et quitte ce mélange. Cela peut devenir un problème si elle atteint des organes du circuit qui n'ont pas été prévus pour être en contact avec l'eau et ainsi rouiller ou boucher des parties du circuit par exemple. Quelle issue à ce problème? Pas de miracle. Il faut sécher l'air et purger les condensats que l'on n'aura pas su éviter. Pour sécher l'air, nous pouvons recourir à un sécheur frigorifique et à des sécheurs chimiques. Le sécheur frigorifique propose simplement de pousser à l'extrême le phénomène de condensation. Puisque, en refroidissant, l'eau condense et quitte le mélange qu'il constitue avec l'air sous sa forme gazeuse, autant le refroidir à l'extrême, juste en sortie du compresseur dans une machine qui pourra récolter l'eau liquide ainsi condensée. Ensuite, si cela n'a pas suffi, il est encore possible de faire passer l'air au travers d'un sécheur chimique. Ce sécheur peut être à absorption, si la substance chimique est un gel, ou il peut être à adsorption si la substance chimique est un solide poreux. Au niveau de l'huile, le problème est plus simple à gérer. Afin d'éviter le transport indésirable de cette matière lourde et visqueuse en comparaison de l'air, on aura généralement recours à des séparateurs mécaniques qui propulseront les gouttelettes d'huile sur les parois d'un réservoir par effet de force centrifuge. L'huile ruissellera ainsi dans ce réservoir et l'air continuera son chemin délesté d'un poids certain. En ce qui concerne les particules solides, le même type de stratégie sera observé. L'air arrive dans un pot contenant un filtre bloquant une partie des impuretés et il est ensuite orienté de manière à tournoyer dans un pot au fond duquel les éléments solides, plus lourds, resteront bloqués alors que l'air continuera sa route. C'est au bout de cette longue route que l'air arrivera enfin au poste utilisateur, où nous pourrons câbler nos actionneurs pneumatiques. Mais avant cela, il faut encore passer par le bloc utilisateur, couramment dénommé bloc FRL. Pour bloc filtre, régulation et lubrification. L'air est donc à nouveau filtré. Sa pression est régulée localement à l'aide d'un ressort réglable qui relâchera une éventuelle pression excessive et il sera relubrifié. Vous avez bien entendu, nous nous sommes débarrassés de l'huile présente en sortie du compresseur pour des raisons de transport et dans le cas où notre poste utilisateur contient des actionneurs destinés à produire des mouvements mécaniques avec des pièces solides en contact, il faudra les relubrifier.